petites minutes le temps que... Vas-y, vas-y. Donc la tradition, elle est d'inviter un représentant étudiant. Après, on s'en mord les doigts, mais bon, on fait toujours avec. Bon, je plaisante. Pour justement écouter le point de vue des étudiants, qui n'est pas forcément le nôtre, entre guillemets. Et comme de toute façon, je ne sais pas qui a dit que la pédagogie, c'est un acte social, c'est-à-dire un acte qu'on partage avec d'autres. C'est intéressant d'avoir toujours les deux points de vue. Bon, bonjour. Donc je m'appelle Aloïs Dubois, je suis étudiant à l'université Montpellier 2 et je suis accessoirement président de l'AFNES, la Fédération nationale des étudiants en sciences, et c'est à ce titre-là que j'interviens. Merci à Uniciel de nous inviter comme chaque année, et puis on va pouvoir commencer. Donc comme vous voyez, je reviendrai un petit peu sur ce qui a été dit auparavant sur les étudiants sur les étudiants en tant que consommateurs de l'enseignement supérieur et non pas acteurs, les besoins différents au cours du cursus, une petite introduction à ce que je dirais après. Schéma de cours révolutionné, donc ça a été légèrement abordé avant avec les flip classroom et quelques remarques. J'essaierai d'aller assez vite pour avoir le temps d'échanger, parce que je pense que c'est le plus intéressant, vu qu'on ne m'a laissé que 40 minutes, je crois. Il va falloir aller rapidement. Donc les étudiants consommateurs de l'ES, je sais pas combien d'enseignants-chercheurs ont eu dans cette classe des étudiants qui s'endormaient en cours, mais je pense que ça doit être à peu près 100%. L'étudiant n'est pas acteur, absolument pas, c'est une génération consommatrice qui ne s'implique pas et qui a besoin de ressources consommables sans mécanisme de blocage. Alors, c'est pas très flatteur pour les étudiants, mais c'est le cas. Quand je parle de ressources, de mécanismes de blocage, par exemple sur les universités de médecine qui mettent en place des cycles de conférences à récupérer sur Internet pour pouvoir préparer les cas pratiques, avec un questionnaire à remplir pour faire de l'auto-évaluation. Et si l'étudiant ne remplit pas une semaine son questionnaire, il n'a pas accès à la conférence la semaine consécutive. Et il se trouve que, ben, au bout de 6 mois, il reste 10 étudiants sur 400 qui ont accès à leur conférence. Des besoins différents au cours du cursus, donc le cursus licence qui est une bascule lycée-université, et quand on voit le niveau et qu'on nivelle par le bas année après année, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre la bascule entre le lycée et l'université, le cursus master et doctorat qui sont des cursus qui sont moins tubulaires que le cursus licence, qui sont des cursus d'approfondissement. Voilà. Le primant, donc l'étudiant primo-entrant à l'université, a besoin d'un accompagnement pédagogique. Il a besoin de disposer d'une plateforme intuitive, de disposer d'annales des années précédentes, avec des S ça aurait été mieux. De cours en ligne, non, pas forcément. Nous, des retours qu'on en a eu et de l'expérience qu'on a avec nos étudiants, quand vous mettez les cours en ligne, c'est le prétexte pour ne pas aller suivre les cours magistraux. Voilà. Par contre, vous mettez à disposition les plans de cours, ça permet à un étudiant qui a raté une journée de cours parce qu'il avait X ou Y choses à faire, ou qu'il était malade, de pouvoir suivre le cours et d'en garder les grandes lignes. Ça contraint l'étudiant au présentiel, et dans le cadre du cursus licence, ça nous semble à nous primordial. Le cursus licence, on dispose aussi d'un ancien modèle, le livre de référence peu disponible en bibliothèque universitaire et cher à l'achat. Donc ça c'est pour tout ce qui est ressources connexes. Et le nouveau modèle, c'est l'utilisation de références accessibles à tous. Et ressources dématérialisées, libres de droit. De la même façon, quand vous avez un étudiant, au lieu d'utiliser MATLAB, il y a Python qui existe, qui est libre, qui est open source. Et ça permet à l'étudiant de pouvoir poursuivre son travail chez lui. Apprentissage des méthodes de recherche, donner les clés pour utiliser les ressources numériques. Donc ça revient à ce que disait la précédente communicatrice sur le fait que les étudiants ne sont absolument pas technophiles. Ils sont très limités dans l'utilisation du numérique et sont limités à ce qui les intéresse, donc généralement le ludique. Après, sur un petit point sur les serious games, des retours qu'on en a, les serious games n'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où on apprend systématiquement à l'étudiant à apprendre en s'amusant, et que le jour où il doit faire un effort, il en est incapable, parce qu'on ne lui a jamais appris à travailler. On lui a appris à apprendre en s'amusant. Et apprendre, parfois, ça demande de l'investissement. Et l'investissement, ça demande des efforts. Cursus master et doctorat. Mise à disposition des cours et des sources en ligne avec les webographies. Parce que là, à partir du moment où l'étudiant est arrivé en master, il a acquis des méthodes de travail, il sait que s'il ne va pas en cours, il aura pas son année, il est au courant. Voilà. Maintenant, on peut lui mettre le cours en ligne, ça peut faciliter, notamment pour les étudiants empêchés. Et la construction des savoirs dans la discipline avec les champs sématiques connexes, de la didactique, de l'épistémologie, de la discipline.
Également valoriser le travail des doctorants et pour cela mettre les sujets de thèse et thèses à disposition. Il y a très peu de thèses qui sont publiées et qui sont disponibles. Un doctorant, ça peut être très utile pour lui. Les ressources numériques doivent être un accompagnement de l'étudiant dans son cursus. Elles doivent être adaptées au niveau d'études de l'étudiant. Les ressources numériques pour aller au-delà du présentiel, donc aller approfondir la discipline. Et ça permettrait aussi de remettre l'étudiant au cœur de ses études, l'un des objectifs du processus de Bologne, tel que défini à Louvain-la-Neuve en 2009. La formation centrée autour de l'étudiant et non pas la formation centrée autour de l'enseignant-chercheur. Voilà. Ça, c'est un petit peu polémique, hein. C'est une étude, vous avez le lien pour voir. Comme vous voyez, donc l'étudiant a une activité cérébrale plus intense quand il dort que quand il est en cours magistral. MIT, hein, voilà. Ouais. Vous avez le lien pour ceux qui me... Ils envoyaient pas de SMS manifestement. Non, il dormait. Pour ceux qui me reprocheraient de faire une présentation à charge, hein, pas du tout, vous avez le lien et c'est assez impressionnant. Et donc là, je vais revenir sur le Flip Classroom. Actuellement, on est sur une partie transmissive en présentiel. L'étudiant-chercheur est orateur, l'étudiant est spectateur. Et comme tout mauvais film, l'étudiant s'endort. Et la partie critique, c'est du travail personnel. Voilà. Le flip classroom, donc c'est clairement l'inverse. La partie transmissive est réalisée par le biais de ressources numériques. Ça peut être les vidéos, l'enseignant. Donc ça utilise d'autres canaux sensoriels qui permettent à l'étudiant d'être plus concentré, de s'y intéresser et d'avoir la démarche à effectuer de lui-même. S'il n'effectue pas la démarche, il n'a pas les connaissances. S'il n'a pas les connaissances, il n'a pas son bout de papier qui est son diplôme, qui lui sert sur le marché du travail. Parce que l'étudiant actuellement, il va à l'université non pas pour... il n'est pas dans une démarche d'acquisition des savoirs, il est dans une démarche d'acquisition d'un bout de papier. La partie critique, donc réalisée en présentiel, l'étudiant-chercheur devient un interlocuteur et l'étudiant un acteur, ce qui oblige l'étudiant à être non seulement présent, mais en plus à être interactif. Et là, par contre, ça oblige aussi l'enseignant-chercheur à être interactif. Ça, c'est pas forcément gagné. Quelques remarques. Là, c'est la dernière slide. Les ressources numériques ne sont pas une variable d'ajustement budgétaire. Ce que j'entends par là, c'est que les ressources numériques ne sont pas là pour permettre d'engager moins d'enseignants-chercheurs ou pour pallier à la non prise en compte du GVT dans le modèle sympa. Les ressources numériques doivent être là en accompagnement. Voilà. Les ressources numériques sont un palliatif à minima pour l'étudiant empêché, c'est-à-dire qu'un étudiant empêché, on ne doit pas lui dire tu as toutes tes ressources numériques, tu te démerdes, et ça se limite à ça. Il faut la mise en place de cursus spécifiques avec des semestres consécutifs, le semestre 1 qui est de nouveau refait au semestre 2. Voilà, c'est ce genre de choses, et ça rentre aussi dans le cadre du SCL. Merci de votre attention, et je vous écoute. J'ai essayé d'être relativement rapide, j'ai dû mettre à peu près 1 minute par slide. On doit être dans les temps. La tyrannie de la présentation assistée par ordinateur, pour que tout le monde en profite. Je vais commencer par des questions. Je vais commencer moi-même par une question, j'étais impoli pour une fois. Tu dis l'étudiant vient chercher un diplôme, pas des connaissances. C'est-à-dire depuis 30 ans, l'université est censée être facteur d'ascension sociale, est censée faire office d'ascenseur social, et l'étudiant vient uniquement passer du statut d'ouvrier au statut de cadre, et ainsi de suite pour monter. L'étudiant n'est pas là pour... l'étudiant à la base de l'université, c'est l'université des savoirs, on est là pour faire de l'acquisition de savoir, et une acquisition de savoir qui n'est pas obligatoirement directement ancrée sur de l'insertion professionnelle. Elle l'est depuis la LRU, mais c'était pas le cas avant. Et on est actuellement dans des étudiants qui n'ont aucun intérêt et qui ne se rendent absolument pas compte des enjeux du monde universitaire et qui sont là uniquement pour sortir avec leur diplôme et dire papa, maman, j'ai fait mes études, je peux aller travailler. Alors évidemment, c'était pas innocent ma question, hein, parce que je voulais pointer cet élément-là qui est un élément fondamental, hein, c'est la massification de l'arrivée des étudiants à l'université et entre guillemets le rôle de parking social du coup qu'on fait par rapport à l'insertion professionnelle, en nous faisant porter un certain poids sur l'insertion professionnelle dont on ne détient qu'une très faible partie puisque c'est l'entreprise qui détient l'insertion professionnelle, clairement. Voilà. Sur le sujet, hein, sur les études scientifiques, quand on voit débarquer les masses en biologie, en première année de biologie ou en deuxième année de biologie, parce qu'ils ont bénéficié d'une passerelle qui sont issus des PACES,
Je suis absolument pas certain, enfin si, je suis même certain du contraire. La France n'a pas besoin de récupérer 600 biologistes par université par an, en plus des gens qui, à 60%, ne finissent même pas leur cursus licence dans la matière. Après, c'est en matière un peu polémique. Des questions? Je sens que ma présentation a passionné les foules. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé extrêmement pertinente, c'est clair. Du coup, si les gens réagissent pas, je voudrais réagir sur un élément qui me semble important, en tout cas qu'on partage. On pense qu'on peut le dire très clairement, euh, parce que c'est dans l'air du temps que le numérique soit un vecteur d'économie. Mm. C'est un élément de vigilance important. D'autant plus important que les problématiques de gestion prennent le pas sur d'autres problématiques. Et donc c'est important qu'on soit solidaire de ce point de vue-là. Donc ça me semble un élément extrêmement important. L'autre élément que tu fais ressortir, et j'aimerais là par contre avoir vraiment des réactions dans la salle parce que je le trouve assez contradictoire, euh, c'est que tu le dis très bien quand tu dis les ressources sont un palliatif mais c'est pas le dispositif en lui-même. Donc, je pense que ça tout le monde est bien d'accord hein, dans la salle sur que les ressources peuvent être qu'un palliatif et quand on a évoqué des éléments sur la politique d'initiale, on a bien évoqué des dispositifs et pas simplement des ressources. Euh, Par contre, ce qui est un petit peu particulier, c'est que cette demande de structuration, hein, puisque qui dit dispositif dit structuration, dit imposition de modèle, des fois on est dans une injonction paradoxale parce qu'on n'a pas toujours de la part des étudiants cette demande. Alors peut-être qu'elle n'est pas on a plutôt une demande de flexibilité ou de liberté qu'une demande entre guillemets de structuration de guidance. Donc, Ouais, là, je vais être un peu polémique avec les étudiants et la volonté des étudiants. Si l'étudiant savait systématiquement ce qui était le meilleur pour lui, ça se saurait. Parfois, faut savoir prendre le pas sur l'étudiant et se rendre compte après coup. L'étudiant se rendra compte après coup que les choix qui ont été effectués sont les choix qui sont les meilleurs pour lui. Voilà. Et le fait de laisser de la flexibilité, de la liberté, bah, ça revient à la même chose, hein. On met les cours en ligne et puis on se retrouve avec des amphis de 600 personnes qui au bout de 3 mois sont des amphis de 15. C'est super sympathique, hein, je l'ai vécu. Dans la 15, on échange beaucoup plus avec l'enseignant-chercheur. Moi, ça m'arrangeait beaucoup. Après, il y a eu un taux d'échec de 75% à la fin de l'année, sur l'UE. Tout simplement parce que l'étudiant, il avait son cours, il savait tout, il avait les explications, enfin voilà. La structuration, c'est primordial pour un étudiant, surtout pour un étudiant de cycle licence. Parce que avant, on avait un lycée qui était structurant avant. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, on a un lycée qui ne sert à rien, surtout avec les consignes, les dernières consignes de 80% d'une classe d'âge de disposer d'un baccalauréat, donc le lycée ne sert vraiment plus à grand chose, à part à acquérir, faire l'acquisition des savoirs fondamentaux, et on est sur de l'université qui doit rattraper la locomotive d'un peu tout le monde. réaction par rapport à cet élément de structuration et cette opposition entre liberté et structuration, enfin qui pour moi est l'essentiel même, enfin peut-être l'élément clé de la pédagogie, hein, c'est-à-dire au sens où c'est le chemin qui mène et on conduit sur le chemin. Donc des réactions par rapport à ça? Je veux juste réagir sur le lycée, parce qu'avec la nouvelle réforme, je ne suis pas sûre que le lycée soit vraiment structurant. Par contre, on va peut-être y gagner quelque chose. C'est sur la partie recherche documentaire, puisque maintenant, il devrait, si les enseignants, je vais le dire comme ça, ne se limitent pas aux manuels scolaires qui leur sont fournis ou prescrits par l'établissement, amener à travailler un petit peu plus sur les recherches sur Internet, de manière générale, je vais dire. Donc on va peut-être perdre cette partie structuration des fondamentaux au profit d'une partie recherche, donc peut-être une habitude plus importante d'utiliser les ressources en ligne. Donc ça, c'était une première remarque que je voulais faire. Alors je ne sais pas si du coup les étudiants seront peut-être encore plus consommateurs, mais ça, voilà, ça c'est une première remarque. L'idée de mettre juste le plan de cours, alors pour l'avoir expérimenté, ça marche bien, en effet, les étudiants viennent, mais souvent c'est pas suffisant pour eux, parce que du coup ils ont le plan de cours, mais ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent. Alors moi je suis en physique et en licence générale, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu différent aussi par rapport à certains, hein.
Et c'est vrai que ça suffit pas. Donc après, la demande, et ça c'est un point qui n'a pas été évoqué, je voulais poser la demande sur tout ce qui est exercice. Parce que finalement, la présentation que vous avez faite est quand même beaucoup centrée sur le cours. Elle est centrée sur le cours pour... Bon, je vais d'abord revenir sur le lycée. Il fut un temps, il y avait les TPE qui étaient censés là pour apprendre la recherche documentaire et on a vu que ça ne servait strictement à rien. Donc je doute que... Comment ? Je doute sincèrement que le primo entrant soit plus formé en termes de recherche documentaire et de capacité à manœuvrer les outils. J'en doute très très fortement. Le TPE c'était pratique, ça permettait d'avoir 16 points en plus à son baccalauréat automatiquement. Sur le reste. Pourquoi j'ai pas parlé des TD, puisqu'on est encore dans une vague de restrictions budgétaires où les TD sont aussi une variable d'ajustement et on en supprime le plus possible. D'où l'intérêt de la Flip Classroom que je détaillais à la fin, avec les TD là ne serviraient plus forcément à grand chose, puisqu'il y aurait, ils serviraient, mais ils seraient moins primordiaux qu'ils le sont actuellement, parce que le TD actuellement c'est le seul moment où il y a de la réalisation de cas pratiques, dans 90% des établissements et des formations. Et les cours magistraux avec ce professeur acteur permettraient de remplacer ces TD et d'avoir justement ces cas pratiques. Voilà. Après, les cas pratiques doivent être préparés par l'étudiant. Moi, en TD, que ce soit dans mes filières scientifiques ou dans ma filière de juriste que j'ai suivi également, il y avait une personne sur 10 qui avait fait son TD. Donc le TD, ça n'a pas forcément fait ses preuves. Voilà. Donc, par contre, avoir un cours magistral où à ce moment-là, l'exercice se fait en direct, en échange, tant que à partir du moment où l'étudiant est là, l'étudiant voit et l'étudiant apprend en même temps. J'ai une petite question, je ne sais pas si c'est une question, mais j'ai noté une incompréhension de ma part ou une contradiction dans vos slides, parce que si j'ai bien compris, vous dites il ne faut pas mettre le cours en ligne, il faut mettre le plan si on veut que les étudiants viennent. Oui. Vous confirmez, c'est ça? Et donc le Flip Classroom, finalement, ce qu'on dit, c'est on met le cours en ligne pour ne pas faire du transmissif. Et une fois qu'on a mis le cours en ligne, on vient en discuter pendant le cours en présentiel. Donc d'un côté, on met le cours, on met le plan si on veut qu'ils viennent, et bien on fait du flip classroom, c'est-à-dire qu'on met le cours disponible en ligne pour après les attirer en cours. Donc j'ai pas compris ce que vous vouliez nous dire finalement. C'est pour ça que j'avais mis la conclusion avant de parler de la flip classroom, parce que et d'ailleurs la slide était intitulée vers une révolution de l'enseignement et de la formation. Ce que je veux dire, c'est que dans l'état actuel des choses, sans l'utilisation de la flip classroom, mettre le cours en ligne, qui est simplement un PDF de 40 ou de 50 pages, voire de 200 pages selon l'unité d'enseignement, ça c'est strictement contre-productif. Par contre, mettre en ligne des ressources comme des vidéos, qui sont des ressources numériques, des ressources qui utilisent d'autres canaux sensoriels que le canal simplement lire un texte, ça a un impact beaucoup plus important sur les étudiants, surtout si on est dans une logique d'effectuer la totalité de la partie transmissive en amont, et pas de transmissif en présentiel. Très bien. Sur ce sujet, il y a différentes enquêtes qui disent, notamment pour les étudiants, qui disent que les étudiants préfèrent un document écrit qu'un document multimédia en termes de charge d'ergonomie cognitive. En gros, pour simplifier, mais c'est sujet bien sûr à variation selon les étudiants, et en tout cas, ça emmène cette idée que la notion même de travailler sur un document écrit est quelque chose qui n'est pas forcément acquis à l'entrée à l'université, alors que ça va être un des incontournables tout le long de l'université. Et ça pose un vrai problème de fond. D'autres questions? Donc, bonjour. Je voulais revenir sur un point sur le serious gaming. Du coup, avec un avis assez tranché, je voulais revenir, puisque effectivement, la gamification du savoir, est-ce que c'est pas une façon de recentrer l'étudiant sur son cursus en le motivant? Et que le ludique n'empêche pas l'effort. Au contraire, il y a un système de leveling qui peut être très poussé, et donc lui-même aller plus loin que s'il était sur un apprentissage de l'effort sans plaisir. Est-ce que l'effort doit être un plaisir? Je suis pas certain. Après, les serious gaming,
un certain nombre de serious gaming ont fait leurs preuves, mais si on n'inculque pas, avant l'utilisation des serious gaming, un minimum de volonté de l'effort et un minimum de travail, enfin d'envie du travail chez l'étudiant, on se retrouvera systématiquement avec des étudiants qui se limiteront et qui n'iront pas au bout et qui n'utiliseront pas la finalité du serious gaming. Alors, est-ce que finalement, c'est pas justement une façon de le réimpliquer dès le départ, de l'initier, qui s'implique par le côté ludique et qu'ensuite, qu'il ait confiance en lui parce qu'il a réussi quelque chose sans s'en rendre compte, de l'impliquer à des efforts plus plus poussés? Nous, on n'est pas. Actuellement, sur la position que nous on défend, c'est pas la position d'avoir des études qui soient ludiques. Voilà, clairement, c'est pas. On n'est pas sur cette optique-là. Donc l'effort doit être pénible. Non, l'effort ne doit pas être pénible. L'effort ne doit pas être un jeu. On ne doit pas inculquer qu'on va apprendre en jouant. On ne doit pas inculquer à l'étudiant, au lycéen, ou même parce que ça commence plus tôt, l'apprentissage de l'effort. À l'université, pourquoi pas les serious gaming, mais si en amont, il y avait eu un apprentissage de l'effort. Pour moi, actuellement, c'est pas le cas. C'est le problème. Enfin, ma présentation, elle est basée sur l'état actuel des choses. L'état actuel des choses, c'est qu'on a des primants qui arrivent avec une méconnaissance complète de ce qui est faire un effort. D'accord. Et est-ce que le jeu de compétition qu'il y a dans les prépas, c'est pas un peu du jeu? Pour connaître beaucoup de gens qui ont fait des prépas, je pense pas du tout qu'ils voient ça comme un jeu. Je pense que là, mon vice-président en charge de la formation rigole beaucoup et ils prennent pas du tout ça comme c'est pas forcément un jeu par plaisir, mais c'est quand même c'est pas un jeu, c'est peut-être un jeu sadique pour les enseignants, pour les agrégés, mais je suis pas sûr du tout que ce soit c'est même pas du tout un jeu pour les lycéens. Voilà. Puis on pourrait reparler du système de prépa. Nous on défend aussi une position qui est tous à l'université. Donc on pourra en discuter longtemps et les prépas n'ont pas lieu d'être à notre sens. Merci. Très bien. Il y a évidemment de la morale judéo-chrétienne dans l'effort, mais il y a aussi cette notion de cohérence. Cette notion simplement de cohérence entre ce qui va être demandé. Alors par contre, évidemment, on est sur des avis tranchés. Les choses sont jamais aussi simples que ça. Je propose qu'on passe à l'intervention suivante et encore merci pour ce travail. Parce que ce qui est vraiment bien là sur ton intervention, c'est que tu nous as à la fois donné les positions de la FNEUS, mais à la fois donné des liens sur des choses et des pistes. Et ça, c'est intéressant. Merci encore.